Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez Contexte, bienvenue dans ce studio. Nous sommes hébergés par le studio Humanoïde. J'ai un petit retour de son qui m'embête, j'espère que ce n'est pas un problème pour vous. Je suis responsable éditoriale du bureau de Contexte à Bruxelles et je vous accueille donc pour ce live consacré à cette grande conférence, la conférence des mobilités, séquence très attendue par le secteur qui s'est tenue lundi à Marseille. Notre regard, notre obsession comme toujours, vous donner l'information la plus utile possible. On est ensemble donc pour 45 minutes pour dérouler les enjeux de cette conférence sobrement baptisée Ambition France Transport. Ce format, c'est évidemment d'abord le vôtre, 45 minutes pour échanger et répondre à plusieurs questions. Comment financer l'entretien et la modernisation des infrastructures vieillissantes? Comment gérer les coûts croissants de l'adaptation au changement climatique du secteur? Comment aborder évidemment la fin prochaine des concessions autoroutières? Quels moyens pour développer des offres alternatives aussi à la voiture individuelle? Ces questions, mais bien sûr, évidemment, comme à chaque fois les vôtres. Alors allez-y, je les attends en direct dans le chat. Avec moi aujourd'hui, pour se projeter un peu sur la suite, deux journalistes de Contexte, les plus à même de vous éclairer, tout simplement parce qu'elles reviennent directement de Marseille. Camille Sellos, bonjour. Bonjour Lucille, bonjour à tous. Camille, tu es journaliste pour notre édition Transport à Paris. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous parler de la façon dont cette conférence a vu le jour, des obstacles qu'on imagine déjà être sur son chemin, et puis de son enjeu principal, comment on trouve de l'argent, notamment pour financer les infrastructures. Merci Camille, on se retrouve dans quelques minutes. Marie Guiton, bonjour. Bonjour à tous. Alors Marie, tu es également journaliste pour nos éditions Énergie et Transport à Paris. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Marie ? Alors moi, je vais surtout vous parler des autoroutes, un sujet que j'aime bien, et du pactole des péages que tout le monde regarde avec beaucoup d'envie. Surtout dans un contexte budgétaire assez contraint. Merci beaucoup Marie, et on plonge tout de suite dans le cœur du sujet avec notre première partie sobrement baptisée une conférence de financement, mais pourquoi faire, consacrée à la façon dont cette conférence évidemment a vu le jour, pourquoi elle existe, quels sont ses enjeux principaux, quelle est la méthode qu'on va voir se mettre en place dans les 10 prochaines semaines. Elle doit s'étaler donc effectivement sur 10 semaines. À l'issue, qu'est-ce qui va se passer ? A priori, mi-juillet, la remise d'un rapport au Premier ministre, un rapport avec plusieurs scénarios sur la table. 2 constats avant de prendre progressivement vos questions. Le premier pour toi, Camille, cette conférence, elle comporte déjà son lot d'écueils. Tu as écrit pour Contexte Transport dessus. Le premier étant bien sûr le moment où elle est programmée. Alors la question est assez simple, assez directe. Est-ce le bon, Camille ? Alors, pas forcément. Effectivement, on est quand même dans un contexte avec un gouvernement qui est fragile, dont on ne connaît pas exactement la durée de vie. Dans un contexte budgétaire extrêmement compliqué. Le moment était peut-être plus favorable il y a quelques années. En même temps, c'est peut-être aussi le dernier moment pour le faire, car maintenant il y a un peu urgence. On a enchaîné les exercices de ce type. Il y a eu en 2017 des assises de la mobilité, en 2019 la LOM, ensuite un rapport commandé au Conseil d'orientation des infrastructures, un plan à 100 milliards annoncé en 2022, etc. On a enchaîné toutes ces séquences-là, mais à aucun moment on a dit comment on payait en fait. Et c'est ce qui manque. Et là, on a probablement un peu attendu et il est temps de s'en emparer. Merci beaucoup Camille. Deuxième constat pour toi, Marie. Beaucoup de parties prenantes attendent de cette conférence une feuille de route un peu précise en matière de financement des infrastructures. On peut le comprendre. Est-ce qu'on en prend le chemin ? Est-ce qu'on peut le dire d'ores et déjà dès aujourd'hui ? C'est vraiment dur à dire à ce stade. Les ateliers sont à peine lancés. On va quand même leur donner un petit peu de temps. Ils doivent durer jusqu'à début juillet avant une première convergence. Le constat partagé pour l'instant, c'est que donc 10 semaines, c'est quand même assez court pour réinventer la roue. On s'attend plutôt à avoir des pistes de solutions ou des scénarios avec des grandes masses qui pourraient être proposés à l'issue de cette conférence. Charge ensuite au gouvernement de trancher avec les contraintes que vient d'évoquer Camille. Donc finalement, en fait, le principal défi, selon plusieurs personnes auxquelles je parlais lundi, par exemple Olga Givernet qui préside l'atelier sur le ferroviaire, ou Michel Degnaud de Région de France, ça va être déjà de mettre les acteurs qui sont autour de la table, de les mettre d'accord sur les meilleurs leviers, sur le constat aussi. Rien que le constat déjà fait parfois un peu divergence. Mais ça fait pas consensus de base. Non, en fait, on m'expliquait que chaque acteur est spécialiste de son propre secteur et voit les besoins de financement pour son propre secteur, se rend pas forcément compte que ses attentes peuvent être contradictoires avec celles des autres, et puis qu'il n'y a pas non plus une enveloppe infinie pour répondre à tout le monde. Donc déjà, mettre tout le monde d'accord sur le constat et ensuite sur des premières pistes,
Je pense que c'est plutôt ça l'objectif aujourd'hui. En t'entendant, je reformule, je comprends qu'il y a un risque de travail en silo, en fait. Un petit peu, il y a une inquiétude de certains acteurs, notamment de l'atelier 4 qui parle du fret et de l'atelier 2 qui parle de la route. Ils se disent finalement, en fait, est-ce que il y a pas à un moment donné, on va se recouper. Si dans un atelier on parle de déployer des bandes de recharge, dans l'autre on dit qu'il faut de l'argent pour la route. Bon, comment on met en commun ces travaux à la fin? Et ça, c'est prévu début juillet par le gouvernement. Donc normalement, ça devrait quand même arriver, mais dans quelles conditions? C'est le questionnement des acteurs. Ça reste à écrire. Je me retourne à nouveau vers toi. Camille ou peut-être Marie aura la réponse à cette question. Alors, on parle évidemment d'une conférence sur énormément de sujets. J'en profite pour adresser la question de Jean-Marc qui nous interrogeait en amont de ce live et qui nous demandait en ligne pour quelles raisons cette conférence qui au départ concernait effectivement le financement des transports ferroviaires et spécifiquement celui des SERM, les services express régionaux métropolitains dans la suite de la loi Zoulezi de décembre 2023. Pourquoi est-ce qu'elle a été finalement étendue à l'ensemble des réseaux, dont notamment les routes? Eh ben, je l'apprends. En effet, donc, dans la loi de 2023 sur les SERM, donc les RER métropolitains ou les cars, express, il était prévu une conférence de financement qui devait se tenir en 2024, au plus tard en juin. Bon, elle a jamais eu lieu. Et Patrice Vergrit, dès mars 2024, avait annoncé que finalement, il ferait quelque chose d'un petit peu plus large pour inclure aussi la question du financement des autorités organisatrices de la mobilité, donc les régions, les intercommunalités qui gèrent les transports. Et il avait lancé une mission aussi avec l'inspection sur le financement des AOM. Parallèlement à ça, il y avait le plan... Les AOM, on va peut-être alors, les autorités organisatrices de la mobilité. Voilà. Donc parallèlement à ça, il y avait le plan à 100 milliards qui avait été annoncé par Elisabeth Borne. On savait pas très bien quelle traduction concrète lui donner, comment le financer. Et puis depuis 2022, tous les ministres successifs des Transports parlaient... Il y en a eu un certain nombre. Il y en a eu beaucoup. Parlaient de l'importance de traiter la question de l'avenir des autoroutes, puisque les contrats arrivent à terme en 2031. Et donc, il y avait quand même beaucoup de choses qui se rejoignaient. Clément Beaune, l'ancien ministre des Transports, avait aussi envisagé de faire une suite de la loi d'orientation des mobilités qui prévoyait un chiffrage sur plusieurs années. Donc tout ça, en fait, ça finalement a été regroupé en une grosse conférence que Philippe Tabarot donc a lancée lundi. Voilà pourquoi on va parler et du ferroviaire, et des autoroutes, et des SERM, et du fret. Merci beaucoup Marie. Un mot peut-être ensemble sur la méthode de cette conférence. Est-ce qu'on sait comment elle va se dérouler, Camille, très concrètement? Oui, alors maintenant on sait, on y reviendra peut-être après, mais ça n'a pas forcément été simple à construire, mais depuis quelques jours maintenant on a une vision assez claire. Donc il y a 4 ateliers que Marie évoquait. Un premier sur les SERM, donc les services express régionaux métropolitains, RER, etc. Et le financement des autorités organisatrices de mobilité. Le deuxième sur tout ce qui est route et autoroute. Le troisième sur le ferroviaire et le quatrième sur le transport de marchandises, à la fois ferroviaire, fluvial et routier. Ces 4 ateliers ont chacun des copilotes. À chaque fois, c'est un binôme, un élu, donc député ou sénateur, et un expert, chercheur. Enfin voilà. Il y a en plus. Attention, c'est à étage, mais il y a des journées thématiques en plus. Il y a trois journées thématiques. Une première qui sera au CESE avec la société civile. Une deuxième à Bercy pour parler des financements innovants. Une troisième au ministère qui sera sur l'innovation et notamment l'intelligence artificielle. Et ces 3 journées thématiques vont réunir les 4 ateliers. Ensuite, il y a un comité de pilotage qui est chargé de chapeauter tout ça avec Dominique Bussereau qui est ancien ministre, qui a été choisi pour chapeauter cette conférence, qui est accompagné du président du COI dont je parlais tout à l'heure, donc en l'occurrence David Valence, qui vient d'être nommé, et avec les fameux 4 binômes des 4 ateliers. Et donc eux sont chargés de faire vivre l'ensemble, de s'assurer justement qu'on travaille pas trop en silo, que ça se parle, que dans un atelier on n'est pas quelqu'un qui dise il faudrait que cette somme aille à 100% à tel secteur, pendant que l'autre atelier dit non, il faut qu'elle aille à 100% à tel autre. Il faudra un peu faire du liant, on va dire. Il est prévu ce qu'ils appellent une réunion de convergence, je cite, début juillet, pour un peu faire une synthèse de tout ça et s'assurer qu'il y a une cohérence, établir les scénarios dont Marie parlait, et dans un monde idéal, rendre le rapport
mi-juillet au Premier ministre. Alors bon, ça fluctue un peu. Un coup, on nous dit mi-juillet, un coup, on nous dit au plus tard fin juillet. Enfin, l'idée, c'est quand même de faire ça avant la coupure estivale, dans la mesure du possible. Ce beau dossier avant l'été, parce qu'il y a des échéances importantes dont on va vous parler et qui vont arriver très vite. Alors, on parlait de ces 4 ateliers. Est-ce que la composition de ces ateliers, elle a été simple? Est-ce qu'elle a été facile? Et est-ce qu'elle fait aujourd'hui consensus? Non et non et non. Non, elle n'a pas été simple. En fait, tout le monde voulait participer, grosso modo, pour la faire courte, et ça continue à créer quelques frictions. Donc, parmi les participants, par exemple, qui étaient un peu sur la sellette, il y avait l'ASFA, l'association qui représente les sociétés d'autoroutes, où en fait, il y a eu quelques craintes que le lobbying soit un petit peu fort au sein de ce groupe, et du coup, est-ce qu'il fallait pas simplement les avoir en audition publique pour éviter potentiellement des débats un peu à huis clos qui pourraient être reprochés derrière. Finalement, elle a été invitée et Matignon a estimé que c'était un acteur incontournable. Et il y avait les autres fédérations, donc peu de raisons finalement d'exclure celles qui représentaient les autoroutiers. Les routiers, donc les transporteurs routiers, donc c'est des organisations comme l'OTRE, la FNTR, je décline pas, mais c'est des fédérations aussi, voulaient tous en être dans l'atelier 4. Et donc finalement, ils ont tous obtenu une place, mais ils auraient quand même bien aimé être dans l'atelier route. Donc quelques déceptions parfois. Les représentants du secteur du vélo ont été exclus à leur grand regret, même si la question du vélo pourrait être abordée dans le premier atelier, me semble-t-il. Hein, ouais. Des ONG comme le RAC n'ont pas été conviés, donc ça a créé un peu d'étonnement. On avait envisagé à un moment peut-être qu'il y aurait une place pour Clément Beaune, qui est au commissariat au plan, mais ancien ministre des Transports. Finalement, il semblerait qu'il n'aura pas de rôle particulier. Il y a eu aussi tout un débat sur les élus, parce qu'il fallait donc 4 parlementaires, 4 sénateurs, à moitié de la commission du développement durable et de la commission des finances, des hommes, des femmes, de la droite, de la gauche. Donc là, autant vous dire que ça a été assez compliqué. Le Sénat a finalement envoyé 3 hommes, donc n'a pas respecté la parité. Et puis ensuite, une fois qu'on avait choisi les élus, il fallait les placer dans les ateliers. Et là, il y avait quand même bien évidemment des enjeux politiques. Enfin, je pense que si Madame Arrigui, par exemple, élue écologiste, un peu opposée à la 69, ne s'est pas retrouvée à la tête du groupe Autoroute, et que c'est plutôt un centriste, Hervé Moret, qui a été mis, c'est pas pour rien non plus. Donc il y a eu vraiment beaucoup d'enjeux dans les nominations. Alors, on a déjà pas mal de questions qui commencent à nous arriver en ligne. Je vais en prendre quelques-unes, en commençant par la question de Giacomo, qui nous parle du transport ferroviaire. Donc, c'est peut-être une question pour Camille assez logiquement. Il nous demande, Giacomo, pensez-vous que le ministre Tabarot envisagera de demander un effort supplémentaire aux compagnies ferroviaires alternatives à la SNCF, donc on peut rappeler aussi de quoi il s'agit, au-delà du paiement des péages pour contribuer au financement des infrastructures? Voilà, je ne sais pas si on a une réponse à apporter à Giacomo. On a prévu évidemment de vous parler des pistes qui sortiront. Peut-être pour expliquer un peu le sujet pour ceux qui le connaissent pas par cœur, mais effectivement, donc le secteur ferroviaire est en train de s'ouvrir à la concurrence. Jusqu'ici, c'était la SNCF qui était seule, et elle participait, grâce à ses bénéfices, à financer l'entretien du réseau par un système sur lequel on pourra revenir si certains le souhaitent, mais de réinjecter les bénéfices dans un fonds dédié qui vient alimenter SNCF Réseau, etc. Et ce que ne font pas, évidemment, ses concurrents jusqu'ici. Il y a un débat qui existe. La SNCF dit bon, écoutez, c'est bien sympathique, mais que font les autres? Alors les autres, ils payent leur péage pour faire circuler les trains, péage qui finance la SNCF Réseau, mais les bénéfices, ils seront pour eux. Bon, ceci dit, la question, elle se pose pas tout de suite, vu que pour l'instant, les concurrents, ils font pas de bénéfices. Mais c'est une position aussi qui est défendue par la gauche. C'est notamment un des combats d'Olivier Jacquin, qui est d'ailleurs donc sénateur PS et qui est d'ailleurs membre de l'atelier sur le ferroviaire. Donc je ne doute pas qu'il en parlera. Et Philippe Tabarot lui-même s'est pas encore positionné, mais on sent bien que ça va faire partie des termes du débat. D'accord, merci beaucoup Camille. On espère avoir répondu à la question de Giacomo. Une autre question de Fanny, qui est un peu plus macro peut-être sur le sens donné à cette conférence. Fanny nous demande, penser les transports sans penser aménagement du territoire et urbanisme. Logiquement, est-ce que ce n'est pas continuer à penser un petit peu dans un tunnel, si on prend pas en fait la big picture, quoi, si on comprend bien la question de Fanny? Je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question. C'est
peut-être d'abord un choix politique aussi. Oui, en fait, François Bayrou a mentionné l'aménagement du territoire et la fracture territoriale dans son discours lundi. Donc, je pense que l'intention politique est là, mais le problème, c'est quand même le temps politique. Et on en avait discuté avec Patrice Vergrit lorsqu'il était ministre. L'ancien ministre des Transports, il nous expliquait que lui, vraiment, son dada, c'était l'aménagement du territoire. Il voulait repenser les mobilités, mais sur le temps long. Et on l'avait interrogé sur ce temps en lui disant, est-ce que vous pensez vraiment que vous avez ce luxe ? Et la réalité nous a montré que non. Il y a eu 3 ministres depuis lui. Donc, comment mettre en place une politique suffisamment durable dans le temps pour vraiment penser ce réaménagement du territoire, c'est quand même très complexe. Donc, tout le monde en parle, à vrai dire. Le Rassemblement national aussi parle beaucoup de l'aménagement du territoire. Mais concrètement, avec un ministre qui change tous les 6 mois et pas d'argent et pas de loi de programmation, comment faire pour vraiment renverser la vapeur, c'est un peu compliqué. Enfin, tout remettre sur la table, c'est un peu compliqué. Mais peut-être pour compléter, c'est sûr que c'est un enjeu que tout le monde a bien en tête, parce que derrière la question d'aménagement du territoire, le sous-entendu, c'est les fractures territoriales, sociales. Ça fait quand même quelques années que les mouvements sociaux partent de là. Les gilets jaunes, c'est quand même... Vous pouvez pas discuter plus de un quart d'heure avec quelqu'un qui bosse dans les transports sans qu'il vous reparle des gilets jaunes, par exemple. Donc tout le monde l'a bien en tête. Il n'empêche que depuis, on n'a pas trouvé la solution magique, quoi. Mais ça fera certainement partie des discussions. Merci beaucoup, très clair. Je vais reprendre une dernière question avant de basculer sur notre deuxième partie. Question de Jonas qui nous demande, est-ce que à ce stade des discussions, le modèle de financement des infrastructures dans les régions basé autour des CPER signés entre l'État et les régions est remis en cause? Est-ce qu'on a un embryon de réponse à apporter à Jonas ou pas encore à ce stade? Je dirais pas qu'il est remis en cause. Il fonctionne... Bon, il a le mérite d'exister. Les CPER, donc qui sont des contrats entre l'État et les régions où chacun apporte un peu une enveloppe pour se mettre d'accord sur les projets qu'on va financer. Ils ont été signés laborieusement. Ça a mis beaucoup de temps pour ceux qui sont en cours. Je crois que le dernier a été signé il y a 1 mois, quelque chose comme ça, alors que ça faisait 2 ans qu'on était sur le sujet quand même. Mais une fois qu'on a signé, ça veut pas dire que les fonds ils arrivent, notamment parce que l'État n'a plus d'argent, les régions sont à la peine aussi, notamment parce que l'État a diminué aussi les dotations aux collectivités. Et donc en fait ils ont signé, mais est-ce que l'argent après arrive? Est-ce qu'il arrive dans les temps? Très souvent ces contrats, ils sont sur un certain laps de temps et en fait on les rallonge de 2 ans parce qu'on n'a pas réussi à dépenser dans le temps imparti ce qu'on avait prévu. Ils couvrent pas tout non plus. C'est vraiment sur les infrastructures locales. Donc voilà, c'est ça aussi, ça va être regardé et quel est le rythme, pour être un peu technique, mais d'exécution réelle de ces contrats, c'est en général parce qu'on avait prévu. Ouais, pour en terminer sur la question de l'organisation de cette conférence, il y a une question de Victor qui est un petit peu parfaite pour clore cette première partie. Et il nous interroge, Victor, sur les fameuses journées thématiques que tu évoquais, Camille, notamment celle dédiée au financement de l'innovation prévue fin mai à Bercy. Est-ce que des informations concernant le programme, les intervenants, les modalités de participation ont été dévoilées ou encore, est-ce que c'est encore une forme de mystère, de flou à l'heure où on parle Alors si seulement on savait tout, mais ce serait beaucoup trop beau. Il faut savoir que tout ce qui a été fait autour de cette conférence a été fait beaucoup en dernière minute, on va pas se mentir. C'était très flottant, même à Marseille, il y avait des gens des participants aux ateliers qui ont été prévenus très tard, qui n'étaient même pas là, donc ça se cherche un peu. J'imagine quand même que le gouvernement a une idée de ce qu'il veut faire de cette journée. Il parle beaucoup notamment de la manière dont mieux associer le secteur privé, puisqu'il n'y a plus d'argent public, allons voir le privé, donc essayer de trouver un cadre pour des investissements différents, etc. Donc ça devrait tourner autour de ça. Le programme précis, les horaires, les intervenants, nous on les a pas. Je sais pas si c'est finalisé, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça fait partie des journées qui seront un peu clés, parce que ce sera vraiment la réunion de tout le monde autour de ce sujet très précis de l'argent. Alors deux questions auxquelles on va essayer de répondre rapidement et qu'on avait prévu de vous adresser. La première pour toi, Marie, peut-être sur la question de la décarbonation du secteur des transports. On le redit, on le sait, mais on le redit ici, les émissions du secteur s'écartent de la trajectoire prévue aujourd'hui de baisse des émissions. Il y a eu un conseil de planification écologique il
il y a quelques semaines, le 31 mars, qui a appelé une remobilisation générale en la matière. Est-ce qu'on va parler de décarbonation et dans quel cadre et de quelle manière dans les 10 semaines à venir, Marie, pour le secteur des transports? On va forcément en parler parce que le changement climatique, c'est l'une des contraintes en fait qui pèse aujourd'hui sur le secteur des transports et sur l'avenir des mobilités. Il faut forcément parler un petit peu d'adaptation quand on parle d'infrastructure, c'est inévitable. Ça coûtera des centaines de millions à quelques milliards d'euros pour les transports par an, selon l'Institut I4C, qui est un institut spécialisé. Donc ça va forcément infuser un peu dans les ateliers sur les infrastructures. Il y a la grande question de l'application du principe pollueur-payeur. Est-ce qu'on fait payer les pollueurs? Et là, pour le coup, on est plutôt sur les taxes sur les billets d'avion, les taxes sur l'essence, etc. Donc, à quel point ça peut être des leviers aussi pour financer des transports plus vertueux? On en reparlera un petit peu. On a la question de l'électrification automobile qui coûte cher. Faut installer des bornes de recharge. C'est aussi des défis techniques. On a la question du report modal. Comment on incite un chargeur, par exemple, à mettre plutôt ses marchandises sur un train que sur un camion? Donc ça, ce sera l'atelier 4. Et puis, en fait, ces questions, elles ont quand même été un petit peu abordées déjà dans les feuilles de route de décarbonation, donc dans l'exercice de la planification écologique qu'avait lancé Antoine Pellion au secrétariat général de la planification écologique il y a maintenant 3 ans, je dirais. Il y a eu beaucoup d'exercices, des feuilles de route de la décarbonation, des groupes de travail sur la stratégie nationale bas carbone, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, sur le plan national d'adaptation au changement climatique. Beaucoup de plans, beaucoup de plans. Donc les parties prenantes me disent aujourd'hui, bon, est-ce qu'on n'a pas déjà tout dit? Mais non, il y a quand même quelques petits volets un peu plus techniques qui n'ont pas été abordés. Par exemple, comment on fait contribuer toute la chaîne logistique à cet effort? Ou alors comment on repense la gouvernance de la logistique pour essayer d'optimiser les flux, favoriser le report modal. Donc ça va être abordé. La question c'est comment ça va atterrir, et on en revient toujours au même point, dans un contexte budgétaire contraint et avec un secrétariat général à la planification écologique qui est quand même plus que l'ombre de lui-même aujourd'hui. Bien sûr, et parfaite transition pour aborder notre deuxième partie. Juste avant ça, je vous conseille deux articles pour aller un petit peu plus loin si vous le souhaitez et qui vous sont partagés par Yanis dans le chat. Un article signé Camille Sellos, évidemment pour l'édition Transport de Contexte. Il s'intitule « Les 10 pièges à esquiver, oui, pour espérer réussir la conférence de financement des mobilités ». Et ce papier, il est tout frais, signé Camille Sellos et Marie Guiton qui vous racontent le lancement de la conférence. C'était lundi à Marseille. Un discours en attendant des actes. C'est tout un programme, évidemment. Et on passe donc à notre deuxième partie. Quel point de sortie sur la table? On comprend en vous écoutant, évidemment, toutes les deux, que la piste d'atterrissage aujourd'hui n'est, pardon pour les jeux de mots, sur les transports, ça s'y prête par moment, n'est pas encore complètement détaillée. On va essayer d'identifier les points de sortie potentiels ensemble. C'est l'objet de cette deuxième partie. Alors Marie, je continue à m'adresser à toi. Est-ce qu'on sait ce qui va se passer très concrètement à l'issue de ces 10 semaines de travail? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les acteurs espèrent idéalement des recettes très bien identifiées et fléchées pour que en fait tous les besoins soient traités, grosso modo. Mais ce qui se dessine, c'est plutôt des pistes de solutions ou des scénarios avec les grandes masses, donc pas très précis, qui seront posés sur la table. Ensuite, la grande question, c'est comment on va décider, comment on va arbitrer quels scénarios, des scénarios qui seront choisis. Donc là, c'est vraiment un arbitrage politique. Donc, le lancement à Marseille en présence de Amélie de Montchalin, qui est la ministre des Comptes publics, de Monsieur Rebsamen, qui est ministre de l'Aménagement des Territoires, et donc de Philippe Tabarot, et donc ministre des Transports, et de François Bayrou, Premier ministre, ça a donné quand même un signe un petit peu encourageant aux acteurs qui ont dit, bon, au moins, il y a une convergence, un travail interministériel, ça facilitera les arbitrages derrière. La question, c'est quelle sera la force de ces arbitrages s'il y a à nouveau une dissolution, à nouveau un remaniement, à nouveau un Premier ministre dans les mois à venir. Et puis, toutes les questions ne seront pas tranchées en un jour. Il y a des sujets qui se prolongeront un peu. L'avenir des autoroutes ne sera certainement pas tranché à l'avenir de cette conférence. Donc, ce qui est probable, c'est quand même qu'il y ait encore à l'issue des travaux d'approfondissement qui seront menés par l'administration sur les différents scénarios, qui seront aussi menés potentiellement par le Conseil d'orientation des infrastructures, le COI, qui a été reconstitué donc in extremis avant la conférence, qui est emmené par David Valence. Pourquoi pas un travail sur les autoroutes?
et le Haut Commissariat au Plan, éventuellement, de Clément Beaune, on en revient toujours, qui veut aussi s'investir sur les autoroutes. Donc, il y a une question d'ailleurs de Victor qui continue de nous interroger, cette fois sur la réunion de convergence prévue effectivement en juillet. Est-ce qu'on sait déjà où elle se tiendra? Alors, c'est peut-être très précis à ce stade, surtout si elle rassemblera l'ensemble des acteurs du secteur, y compris du secteur privé. Est-ce qu'on sait quelles seront les modalités d'organisation de ce grand moment de convergence, ou là encore on attend? Alors là, pas du tout. C'est trop Mais tôt. ça rejoint ce que je vous disais sur le fait qu'il y a des choses encore qui sont floues. On ne sait pas la date précise, on ne sait pas où elle aura lieu. Ce qu'on imagine quand même, c'est que le comité de pilotage y sera. Est-ce que les membres de tous les ateliers y seront aussi? On ne sait pas. Je doute en revanche que ce soit un exercice très ouvert. Ça va être leur équivalent à eux de la réunion de travail pour dire bon, ok, on a produit ça, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on rend. Ce sera quand même le moment un peu crucial de l'exercice. Alors, on ne sait pas encore si François Bayrou bouclera la boucle et clôturera éventuellement cette grande conférence. Alors, on comprend qu'il y a un timing serré, Camille. Pourquoi? Parce que il y a un projet de loi de finances qui est en préparation. Ça ne vous aura pas échappé. Son calendrier a été avancé de quelques semaines. Est-ce que la conférence reste dans les temps pour rendre aujourd'hui ses conclusions et s'insérer dans la bataille ministérielle dans ce cadre-là, parce que c'est une vraie bataille? Alors effectivement, le timing est assez court. En même temps, c'est la volonté du gouvernement aussi pour pas trop s'éparpiller. Probablement aussi qu'en réalité, ils savent déjà un peu où ils veulent aller, donc ils veulent resserrer les choses. Le PLF, comme on dit dans le jargon, est à une échéance très importante, mais certains temporisent en disant oui, mais attention, il y aura pas non plus, tout n'a pas vocation à aller dans le PLF. Il peut y avoir des choses, notamment qui concernent le premier atelier sur les autorités organisatrices de mobilité, sur est-ce qu'on bouge des curseurs sur le versement mobilité, si on veut par exemple créer des sociétés de projets pour financer les grands projets d'infrastructure avec des taxes locales, c'est pareil, ça il faut le mettre dans le projet de loi de finances. Il y a plein de choses aussi qui n'ont pas forcément cette échéance comme un impératif. On a appris par exemple que sur tout ce qui est financement du ferroviaire, pour toute la période qui va de maintenant à 2030 grosso modo, il y a un travail qui se fait en parallèle sur ce qu'on appelle le contrat de performance de SNCF Réseau, qui est un contrat qui lie l'État et le gestionnaire d'infrastructure. Donc là, ça va se faire dans ce cadre-là. Et la conférence aura plutôt vocation à traiter ce qui se passe après 2030. Donc il n'y aura pas forcément une urgence pour ce PLF-là. Pareil pour les autoroutes, on y reviendra après, mais c'est pour les années 2030. Donc il n'y a pas une urgence à avoir un point de sortie dès septembre. L'enjeu au-delà du PLF, et ce que tout le monde dit mezza voce, mais c'est quand même que, en fait, le gouvernement, on ne sait pas combien de temps il dure, et donc il faut que cette conférence, elle aboutisse vite pour que les arbitrages arrivent vite. Parce que si derrière le gouvernement tombe et qu'en fait on reprend tout le travail au début, on perd encore du temps et il faut pas louper le coche, quoi. L'incertitude, une espèce d'épée de Damoclès à laquelle Paris commence à être évidemment fortement habitué. Je pense que ça répond à la question que nous posait Julien en ligne en préparant ce live. Il nous demandait en résumé quelle serait l'échéance la plus courte pour voir les effets aussi sur les investissements compte tenu des grands projets d'infrastructures en attente. Je pense qu'on a répondu à la question de Julien, mais peut-être que... Ouais, peut-être pour ajouter juste quelque chose, parce que j'avais vu la question de Julien, il parlait de la loi de programmation. Alors, peut-être dire deux mots sur ça. C'est vraiment... ça va être inévitable dans le débat. Donc, une loi de programmation, pour ceux qui savent pas exactement comment ça marche, c'est on fait une loi en disant sur telle période, on va investir tant. On a déjà fait ça pour la défense, pour la recherche, etc. C'est ce que défend beaucoup le secteur parce que ça permet de donner une visibilité. En même temps, ça a ses faiblesses parce que même si la loi existe, chaque année, il faut quand même voter dans le budget les fonds correspondants. Donc, c'est évidemment plus dur d'avoir voté une loi de programmation et l'année d'après de dire non, mais en fait, on met pas l'argent qu'on avait dit qu'on mettrait dans le budget. Donc, faut quand même un peu se dédire, mais elle est pas non plus gravée dans le marbre, cette loi. Clément Beaune, quand il était ministre à l'époque, avait beaucoup travaillé dessus. Il avait engagé des consultations pour voir s'il y avait un chemin politique pour le faire. Il n'a pas réussi. Depuis, la situation politique, elle est encore plus chaotique. Donc, on imagine assez mal, honnêtement, comment on peut trouver une voie pour faire voter une telle loi. Le risque de ce type de loi, c'est que chacun fait de la surenchère en voulant plus de projets, plus d'argent. La gauche en disant oui, mais il faut moins sur la route parce que c'est polluant, etc. La droite disant oui, mais il faut quand même. Enfin, ça semble assez
compliqué, c'est ce que dit le gouvernement actuel. Philippe Tabarot publiquement en parle quand même en disant ce serait quand même bien, mais la voie sera très 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 étroite. D'autant plus en fin de quinquennat pour une loi de programmation qui engagerait en fait du coup l'exécutif suivant. Voilà, on n'oublie pas qu'on a une petite présidentielle en 2027 et où la campagne a déjà fortement commencé. Alors voilà pour le fond. Et concrètement, est-ce qu'on a déjà des pistes qui se dégagent, des pistes de financement potentiel de nouveaux objets qui surgiraient sur la table, peut-être pour l'une ou l'autre? Oui, alors on a les leviers un peu classiques qui reviennent systématiquement, donc les péages autoroutiers, la grande manne, on en reparlera un petit peu plus tard, mais donc la question ça pourrait être à quel niveau on les fixe à l'avenir et à qui on les affecte. Il y a le versement mobilité, donc qui est en fait une taxe que payent les entreprises qui financent les transports en commun, grosso modo. Donc c'est pareil, on pourrait élargir les bénéficiaires, on pourrait augmenter le taux de ce versement. Il y a les fonds européens, tout le monde en parle aussi. Ouais, il y avait une question de Jean-Marc aussi qui nous demandait pour certains termes, est-ce qu'on peut penser fonds européens dans ce cadre-là? Ouais, en fait le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, donc c'est le MIE, finance les infrastructures, enfin cofinance plus exactement les infrastructures. Et dans le dernier appel à projet, il y avait un onglet mobilité durable et multimodale. Donc bon, on peut imaginer qu'un projet de RER métropolitain ou de car express, ouais, je pense que ça pourrait rentrer dans la case, mais honnêtement, je suis pas spécialiste. Mais clairement, tout le monde dit les fonds européens, voilà. Il y a les revenus du marché du carbone européen, l'ETS. Donc là, c'est pareil, c'est une manne quand même de 2 milliards d'euros en 2023, qui pour l'instant bénéficie à hauteur de 700 millions pour l'Agence nationale de l'habitat, et le reste, budget général. Donc tout le monde dit non mais attendez, les principaux contributeurs c'est par exemple le secteur maritime, donc on veut récupérer notre part, l'aérien on veut récupérer notre part, donc tout le monde dit, et puis finalement le ferroviaire, les transports collectifs etc. disent nous aussi on aimerait bien récupérer un petit peu de cette part-là. Et puis il y a le marché du carbone 2, donc qui sera étendu à la route et au bâtiment, qui va arriver en 2027. Il y aura aussi la question de qu'est-ce qu'on fait avec cet argent. Mais tout ça, c'est des leviers qui sont quand même assez connus dans le débat, qui sont là depuis longtemps. Il n'y a pas de nouvelles choses. Non. Donc la grande question de cette conférence, ça va être en fait, est-ce qu'on va réussir à trouver des pistes un peu originales qui sortent des sentiers battus ou des montages un peu nouveaux pour faire participer le privé et le public côte à côte? On entend donc parler de sociétés de projets locales pour les SERM avec des taxes sur les bureaux, par exemple. Donc pourquoi pas ce genre de nouveaux dispositifs. Ce qui est sûr, c'est que les acteurs de la route et de l'aérien prient et vont faire un lobbying assez intensif pour éviter des nouvelles taxes, parce que c'est quand même la tentation de taxer les pollueurs pour financer le vert. Je mets des guillemets, mais c'est pas un jugement de valeur, c'est dans le langage collectif, donc ferroviaire, vélo, etc. Et ce qui est sûr aussi, c'est que si au final les acteurs des différents secteurs arrivent ne serait-ce qu'à préserver leur budget actuel dans un contexte de coupe, je pense qu'ils pourront déjà souffler un petit peu. Sauver déjà le budget existant, ça a l'air d'être un peu l'objectif poursuivi par pas mal d'acteurs. Je rebondis avec une question de Fanny qui nous interroge sur une piste potentielle. Elle nous parle de loi de programmation associée à la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, si je ne m'abuse, et au plan énergie-climat, en disant est-ce qu'on pourrait imaginer que ça puisse s'insérer dans ce cadre-là, ou alors c'est fantaisiste à ce stade? La loi de programmation dont parlait Camille est du coup déjà très compliquée à faire aboutir. Et la programmation pluriannuelle de l'énergie, ça devait être une grande loi, et en fait, on l'attend depuis plus de 2 ans maintenant. Ça s'est transformé en un vague débat au Parlement. On la voit pas du tout venir. Donc, de se dire qu'on va faire une loi de programmation encore plus grosse en mêlant transport et énergie, honnêtement, dans les conditions actuelles d'exercice du Parlement, ça paraît assez improbable. Ça paraît extrêmement compliqué. Merci beaucoup à toutes les deux, et on va terminer ce live avec notre 3e partie consacrée évidemment aux autoroutes, pactole très attractif au milieu de cette conférence de financement. On le disait, on va évidemment parler de l'avenir des concessions autoroutières. Tout le monde lorgne le produit des autoroutes. C'est un peu un serpent de mer. Les premiers contrats arrivent à échéance en 2031. Ça, c'est ton sujet de prédilection, Marie. Il faut se préparer à une sacrée bataille. Il faut se préparer à une bataille, oui. Juste pour reposer un tout petit peu le débat, en fait, il y a des sociétés d'autoroutes publiques-privées qui ont été créées dans les années 50 ou les années 60 pour construire les autoroutes et les gérer.
Et ces contrats-là, ces sociétés, ont été privatisées au début des années 2000, donc elles sont aujourd'hui uniquement privées. Et c'est les contrats que l'État a signés avec les gestionnaires privés qui arrivent à expiration. Donc entre 2031 et 2036, ça représente 90% du réseau autoroutier qui va être du coup remis en jeu. Donc la question, c'est quel modèle pour la suite et quelle tarification. Aujourd'hui, l'État récupère 4 milliards d'euros sur les péages via la fiscalité. Donc c'est quand même une somme assez conséquente. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Quelle tarification on veut à l'avenir ? À quel niveau on fixe les péages pour que ce soit acceptable d'un côté, mais aussi assez rentable ? À qui on les affecte ? En plus, il y a une directive Eurovignette qui pose quand même des contraintes sur ces niveaux de péage. Donc c'est très technique, très complexe. On peut pas non plus faire n'importe quoi et tout ce qu'on veut. Il y a la deuxième question, c'est donc quel modèle de gestion on veut pour la suite, public ou privé. Si on repart sur des contrats privés, comment on essaye d'encadrer la rentabilité pour éviter le débat actuel sur les super profits des gestionnaires autoroutiers. Comment on partage les risques et les bénéfices entre l'État et les gestionnaires. Le troisième sujet, c'est donc à qui on affecte les recettes de péage puisque tout le monde les présente comme la solution miracle. Et donc oui, il y a bataille, il va y avoir des guerres dans tous les sens. Il y a potentiellement donc des guerres politiques entre les partisans de la renationalisation, les partisans du modèle concessif actuel. Il y a des guerres potentiellement entre les automobilistes qui veulent payer un peu moins, Bercy qui aimerait bien tirer le plus possible, des guerres entre Bercy et les transports sur l'affectation potentielle des recettes, des guerres entre l'État et les sociétés d'autoroutes. Si on part sur une nationalisation, elles vont se battre au contraire pour qu'on maintienne des contrats. Voilà, donc il faut pas négliger la force de frappe des sociétés d'autoroutes. C'est quand même des gros groupes, c'est des groupes Vinci, les groupes Eiffage, groupe Abertis espagnol, bon un peu moins implanté en France, mais ils voudront rien lâcher, ça c'est sûr. Et puis il y a aussi la pression du peuple, tout simplement parce que c'est nous qui payons les péages. Merci beaucoup Marie, c'est très clair. J'en profite pour adresser une question de Victor qui va peut-être nous permettre d'élargir un petit peu le scope. Victor nous demande, est-ce qu'au vu du contexte, la place de l'autonomie stratégique et de la souveraineté française et européenne, évidemment c'est un énorme débat à Bruxelles que vos collègues de Contexte Transport à Bruxelles suivent avec beaucoup d'acuité, est-ce que ça occupera une place quelconque dans ces travaux, notamment dans le cadre du renouvellement des concessions autoroutières? Est-ce qu'on a un moyen de savoir si effectivement les enjeux d'autonomie stratégique seront abordés? Est-ce que c'est quelque chose qui est regardé? Parce qu'on peut difficilement imaginer que voilà, on est 27, on n'est pas que la France et ces dynamiques de transport touchent évidemment l'ensemble des États membres. Je laisserai peut-être Marie répondre sur les autoroutes, mais plus globalement, c'est pas des mots qu'on a beaucoup entendus, en tout cas dans le cadre de ce débat. Ça veut pas dire que ça n'y sera pas en creux, notamment. Déjà, on a quand même une réflexion en France sur quels moyens on met dans la défense. Et donc, tout d'un coup, on n'en mettait plus autant qu'on aurait dû. Et maintenant, s'il faut en mettre plus, est-ce que ça veut pas dire que les transports vont faire partie de ceux qui vont en prendre moins, qui vont avoir moins de revenus parce qu'il va falloir mettre de l'argent sur ce thème-là? C'est pas si dit que ça, puisque les transports sont indispensables pour assurer justement la mobilité. On a du mal à se projeter dans cet exercice, mais en fait, il y a quand même des enjeux de déplacer des troupes, approvisionner des populations, etc. Si on est dans des conflits très forts, et évidemment, c'était plus des thématiques qui étaient très creusées depuis quelque temps. On avait un peu l'habitude d'être en paix quand même. On a ressorti un peu des cartons ce sujet de la mobilité militaire. Et dans ce cadre-là, il pourrait y avoir des réflexions pour se dire bon, il faut investir dans nos infrastructures ferroviaires, routières, notamment parce qu'il faut qu'on puisse déplacer vite des choses en cas de besoin. Et on a notre collègue Benjamin qui est à Bruxelles qui a écrit un article sur ce sujet-là que peut-être on pourra vous retrouver ou partager dans le chat, qui a dit que notamment côté SNCF, on regarde un peu s'il n'y a pas des financements qu'il faut privilégier aux frontières pour s'assurer que les trains sur lesquels il y aurait éventuellement des chars passent vite, etc. Voilà, je vous invite à lire Contexte Transport, évidemment, nos briefings, parce que Benjamin Milkoff suit avec Isabelle Smet ces sujets vus de Bruxelles, ce qui apporte une perspective évidemment tout à fait intéressante. Et pour boucler je complète juste un mot.
On a parlé défense, il y a également la guerre commerciale et la compétitivité. François Bayrou a quand même un petit peu évoqué, me semble-t-il, dans son discours lundi, en disant qu'il y avait quand même effectivement une question géopolitique aujourd'hui qui était aussi une contrainte un peu supplémentaire. On ne pouvait pas non plus faire n'importe quoi dans ce contexte-là. Donc il y a bien sûr le sujet défense, mais il y a aussi le sujet pour les constructeurs automobiles, typiquement comment rester compétitif, comment réussir à vendre leurs véhicules, comment sauver un peu les gros groupes français. Et pour les autoroutes ou tous ces groupes en fait qui répondent à des appels d'offres en France, comment les convaincre de continuer à investir sur le territoire. C'est un de leurs arguments de lobbying, c'est de dire attention, si vous nous proposez des contrats de concessions privées à l'avenir, mais qui sont absolument pas rentables parce que l'État récupère tous les profits, on viendra pas. Et donc, au final, on ira investir ailleurs. Et c'est ce qui se passe avec certains groupes espagnols. En Espagne, les autoroutes sont passées gratuites et il y a des groupes autoroutiers espagnols qui, du coup, maintenant gèrent des autoroutes en dehors de l'Espagne et qui ont leur principale activité économique, finalement, un peu délocalisée. C'est un argument, bien évidemment, mais il est dans le débat. Donc, pour en revenir sur la question des autoroutes, est-ce que aujourd'hui, le débat, il est vraiment ouvert? On a envie de te poser la question, Marie, après toutes ces guerres que tu nous as présentées, est-ce qu'il n'est pas biaisé dès le départ? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un vrai débat auquel on va assister? Je ne sais pas, à vrai dire. Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu beaucoup de prises de parole des ministres successifs qu'on a un peu évoqués tout à l'heure, qui étaient quand même grosso modo tous en faveur du modèle concessif, à condition de beaucoup mieux l'encadrer et de le repenser assez en profondeur, mais tout de même de re-signer des contrats avec des gestionnaires privés qui sont jugés bons gestionnaires. Le réseau autoroutier est quand même bien entretenu. Ça ressort aussi dans un récent sondage qu'a fait le gouvernement. Donc le sentiment aussi des Français, c'est que ce réseau est bien entretenu. Donc il y a toutes ces prises de parole là qui cadrent quand même un peu le débat. Encore Marc Ferrati a dit que la renationalisation c'était pas dans le logiciel du gouvernement actuel. Donc c'est vrai qu'on a une impression de finalement le modèle est tranché, on va continuer ce qu'on faisait déjà. Matignon a aussi arbitré en faveur d'un maintien de la tarification qui serait affectée au transport. Donc, clairement, ça exclut la gratuité. Il y a des données de cadrage qui vont être données aux participants aux ateliers. Alors, on les attendait lundi. Finalement, elles devraient arriver seulement la semaine prochaine. Mais si j'ai bien compris, il y aurait des données un peu sur quel serait par exemple l'impact sur les finances publiques et de la fin des péages. Okay. Donc, on a quand même un peu le sentiment que on teste des scénarios, qu'on rétrécit un peu la voie et qu'on dit attention. Mais parallèlement à ça, tout le monde nous dit non, c'est pas vrai, c'est open, tout pourra être abordé, on pourra aborder toutes les questions. Si un scénario alternatif émerge, on l'examinera. Donc c'est un peu ça qu'il faudra surveiller. Mais ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'à la tête de ce groupe de réflexion sur les autoroutes, on a notamment le sénateur Hervé Moret qui a été mis là, et non pas donc Christine Arrigui-Desverts qui a aussi travaillé sur les autoroutes. Lui, il défend de repenser en profondeur le modèle concessif, mais il me semble qu'il avait dit que c'était le moins pire des modèles. Donc ça donne un peu la tonalité. Tout l'enjeu, ça va être de voir si effectivement il y aura la place dans cet atelier pour faire émerger un scénario alternatif. Merci beaucoup Marie. Le temps file à toute vitesse. Il nous reste à peine 2 minutes pour ce live. Peut-être l'occasion de prendre une dernière question que je peux t'adresser à toi, Camille. Question de Julien qui nous demande si cette conférence pourrait remettre sur la table une des pistes évoquées par Monsieur Farandou, pas plus tard qu'hier matin, me semble-t-il, pour financer le ferroviaire, à savoir la taxe carbone du secteur aérien. Ça, c'est un peu aussi un serpent de mer. Est-ce on a une tendance sur le soutien ou non de cette solution dans le gouvernement? Est-ce que c'est quelque chose qui peut revenir sur la table? Alors, ce qui est sûr, c'est que ça fait plusieurs budgets que le secteur aérien voit ses taxes augmenter, notamment la fameuse TSBA, donc taxe sur les billets d'avion, et que une partie de cette somme, elle sert aussi à ça. Et donc, c'est ce que disait Marie tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura cette tentation de réaugmenter la taxe dans le prochain budget pour participer à l'effort? On verra. Évidemment, le secteur aérien n'est pas du tout favorable à cette mesure. Non, sans doute. Et puis, peut-être pour vous dire, Jean-Pierre Farandou, puisqu'on en parle, c'est quand même la fin de son mandat. Il a beaucoup défendu de nouvelles recettes pour son secteur. Reste à voir qui sera son successeur et est-ce qu'il aura les mêmes positions, est-ce qu'il aura des idées nouvelles aussi pour défendre son entreprise et avoir de l'argent pour entretenir son réseau. Ce sera aussi un des débats. En fait, la conférence va coïncider avec un changement de PDG à la SNCF quand même, et ça c'est pas totalement neutre. Et une bataille qu'évidemment contexte transport va suivre et vous faire vivre dans ces
dans ces briefings. Je le disais, il est déjà midi moins le quart, 11h45, c'est la fin de ce live spécial consacré donc à l'automobile, à cette grande conférence de financement des mobilités. Merci encore pour votre fidélité. Merci à Camille et à Marie pour leur participation, pour leurs éclairages. Merci à Samuel et Yanis pour la modération, à Nicolas Kefelec et Frédéric Dubos pour le design de notre beau décor dans les locaux d'Humanoïde. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce format. Surtout, c'est très précieux pour nous. Vous allez recevoir un lien avec un questionnaire de satisfaction dans 1 minute. N'hésitez pas à le remplir. Je vous dis à très vite. Et pour aller plus loin, évidemment, je vous invite à vous plonger à vous promener sur contexte.com, à vous plonger dans les briefings de nos éditions, de notre édition Transport, mais pas que. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau live. Merci encore pour votre fidélité. Merci beaucoup.